Fin septembre 2025, une nouvelle initiative de paix a été lancée entre les États-Unis et Israël pour Gaza, promettant la reconstruction, un cessez-le-feu et une supervision internationale. Bien que le projet ait été salué par de nombreux pays, le président Ibrahim Traoré, depuis Ouagadougou, a exprimé une position nuancée. Dans une lettre officielle, il a précisé qu'aucun accord de paix ne serait légitime tant que le peuple de Gaza ne participerait pas directement à sa conception. Cette déclaration a remis en question la validité des solutions imposées par des puissances extérieures, soulevant la question essentielle: la paix peut-elle être imposée sans le consentement des peuples concernés? Le plan proposé par les États-Unis et Israël vise à offrir une solution rapide au conflit de Gaza, avec un accent sur la reconstruction et l'aide humanitaire. Cependant, la position du président Ibrahim Traoré soulève des préoccupations plus profondes concernant la souveraineté et l'autodétermination des peuples. Traoré a souligné qu'aucune véritable paix ne pourrait être instaurée sans l'engagement des habitants de Gaza, qui doivent être les architectes de leur propre avenir. Cette perspective n'est pas seulement une question de gouvernance locale, mais aussi une défense des principes fondamentaux du droit international. L'autodétermination, au cœur de toute négociation de paix, exige que chaque nation, chaque peuple, puisse participer activement aux décisions qui les concernent. Si cette condition n'est pas remplie, comme l'affirme le président Traoré, les efforts internationaux risquent de devenir de simples impositions. Ainsi, le défi devient clair. Peut-on véritablement espérer une paix durable si ceux qui en sont les premiers concernés sont exclus du processus décisionnel? Le plan de paix proposé par les États-Unis et Israël a été largement accueilli par les gouvernements occidentaux, certains l'ayant décrit comme une avancée nécessaire vers une désescalade du conflit. Il propose une aide humanitaire immédiate, un cessez-le-feu et une supervision internationale pour garantir la reconstruction de Gaza. Toutefois, ce projet a été perçu de manière très différente par Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso. Lors d'une déclaration officielle, il a souligné que toute tentative de reconstruction, aussi bien intentionnée soit-elle, ne pourrait être légitime si le peuple de Gaza n'était pas directement impliqué dans son élaboration. À ses yeux, cette exclusion risquait de transformer une solution de paix en une forme de gouvernance imposée, où les voix locales seraient systématiquement ignorées. Dans son analyse, Traoré a posé une question fondamentale. Est-il possible de construire une paix véritablement durable sans le consentement des peuples concernés? La question, bien que simple, est d'une portée profonde. Selon lui, toute paix imposée de l'extérieur manque de légitimité et ne ferait qu'enfoncer Gaza dans un état de dépendance et de gouvernance conditionnelle. Ce point de vue met en lumière l'une des grandes failles du plan de paix proposé. Il ne semble pas prévoir un processus électoral local ou un mécanisme de participation populaire. Ainsi, les décideurs extérieurs risquent de dicter l'avenir de Gaza sans consulter ceux qui y vivent quotidiennement. Cette approche contraste avec les principes du droit international, qui placent la souveraineté des peuples au cœur des négociations de paix. Le manque de consultation locale pourrait, selon Traoré, créer un précédent dangereux, où les nations seraient privées de leur droit de déterminer librement leur avenir. Ce défi a non seulement des implications pour Gaza, mais aussi pour d'autres régions du monde où des solutions de paix imposées risquent de compromettre les droits fondamentaux des peuples. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a émergé comme une voix influente dans le débat sur la paix à Gaza, bien que son pays soit géographiquement éloigné des tensions du Moyen-Orient. Son approche ne consiste pas à rejeter la paix, mais à insister sur l'importance de l'inclusion des peuples locaux dans les processus de paix. Traoré a pris une position audacieuse en adressant une lettre officielle aux États-Unis et à l'ONU, affirmant que tout accord de paix ne pourrait être légitime sans la participation active du peuple palestinien,
notamment des Gazaouis. Ce n'était pas une critique ouverte du plan, mais un appel à une révision essentielle. L'impact de cette déclaration a été immédiat et significatif. À travers l'Afrique, mais aussi au-delà, les voix se sont élevées pour soutenir l'idée que la paix ne peut être imposée par des puissances extérieures. La question de la souveraineté et de la participation locale a pris une place centrale dans les discussions diplomatiques. Si certains pays ont vu cette position comme un obstacle à une résolution rapide du conflit, d'autres l'ont salué comme un retour aux principes fondamentaux du droit international. La communauté internationale a commencé à s'interroger. Pourquoi les populations affectées ne sont-elles pas directement impliquées dans la création des accords qui régissent leur futur? L'initiative de Traoré a aussi suscité l'intérêt de certains groupes régionaux et internationaux qui ont vu dans sa démarche une alternative aux approches traditionnelles de la paix, souvent dominées par les puissances mondiales. Son influence ne s'est pas limitée à ses déclarations, mais s'est rapidement étendue à travers l'Afrique, où la question de la légitimité des négociations de paix a pris une nouvelle dimension. La proposition de paix entre les États-Unis et Israël a rapidement attiré l'attention des nations du monde entier, avec une large couverture médiatique saluant l'initiative comme une étape cruciale vers la paix à Gaza. Le plan promettait une reconstruction rapide, un cessez-le-feu et une supervision internationale des efforts humanitaires. Les détails Les détails de l'accord mettaient l'accent sur la sécurité des frontières, la démilitarisation de Gaza et un retour à une certaine stabilité. Cependant, cette proposition a été reçue très différemment par le président Ibrahim Traoré, qui a choisi de ne pas se contenter de simples félicitations diplomatiques. Traoré, dans une intervention discrète mais puissante, a pris position contre ce qu'il percevait comme une imposition d'un cadre de paix sans consultation préalable avec les populations locales. Dans sa lettre adressée aux États-Unis et à l'ONU, il a souligné que tout plan de paix pour Gaza devait impérativement inclure la voix de la population locale, car la légitimité de l'accord en dépendait. Pour lui, il était inconcevable qu'un peuple puisse être gouverné par un accord imposé, sans qu'il n'y ait de processus électoral ou de consultation locale. La situation était d'autant plus complexe que la communauté internationale semblait accepter une solution qui semblait ignorer la souveraineté des Gazaouis. Les diplomates du monde entier ont réagi rapidement aux déclarations de Traoré. Certains ont exprimé des inquiétudes, suggérant que sa position pourrait être un obstacle à la mise en œuvre rapide du plan de paix, tandis que d'autres l'ont salué pour sa fermeté et son engagement en faveur de la souveraineté populaire. Le Burkina Faso, jusque-là souvent perçu comme un acteur secondaire sur la scène internationale, a vu son influence croître. Les mots de Traoré ont résonné dans de nombreux cercles diplomatiques, notamment en Afrique, où la question de la souveraineté et de l'autodétermination reste un sujet très sensible. Au fur et à mesure que les négociations sur Gaza avançaient, la communauté internationale a commencé à remettre en question la validité du plan initial. Le manque de représentation palestinienne dans les discussions, combiné à l'absence d'une voix locale dans la mise en œuvre des projets de reconstruction, a soulevé des doutes sur la légitimité de l'accord. L'UE a exprimé son soutien à l'initiative, mais la Tunisie et d'autres pays africains ont réagi en soulevant la question de l'absence de participation des Gazaouis dans le processus décisionnel. Le président Traoré, cependant, ne se contentait pas de faire des déclarations publiques. Il a pris des mesures concrètes pour renforcer son positionnement. En collaboration avec ses conseillers, il a demandé un examen juridique approfondi du plan de paix proposé, en mettant en lumière les risques juridiques et géopolitiques d'une telle approche. Il a également convoqué des réunions au sein de l'Union africaine pour discuter de l'importance de l'inclusivité dans les accords de paix,
en insistant sur le fait que tout accord post-conflit devrait respecter les principes de la souveraineté et de la participation des peuples concernés. Les tensions diplomatiques ont augmenté, mais le Burkina Faso n'a pas fléchi. La pression montait sur le gouvernement de Ouagadougou, mais Ibrahim Traoré restait déterminé à ne pas laisser passer un accord qui, selon lui, risquait de marginaliser les voix locales. Au fur et à mesure que le processus avançait, le message de Traoré devenait de plus en plus clair. La paix ne pouvait être imposée de l'extérieur et l'avenir de Gaza devait être décidé par ses habitants, non par des puissances étrangères. C'était une question de principe de souveraineté et d'humanité. Les actions du président Traoré ont également fait évoluer la dynamique régionale. Alors que les États-Unis et Israël poussaient pour une résolution rapide, des voix africaines ont commencé à s'élever en faveur d'une approche plus inclusive. La position du Burkina Faso a permis de mettre en lumière une tension sous-jacente dans la diplomatie internationale, celle entre les solutions imposées par des puissances extérieures et la nécessité d'un consensus local pour garantir une paix véritablement durable. La question était désormais claire. Un accord peut-il être considéré comme légitime s'il ignore la voix de ceux qui le vivront au quotidien? Les négociations de paix sur Gaza ont été marquées par une série de chiffres et de propositions concrètes qui illustrent l'ampleur de la reconstruction envisagée par les États-Unis et Israël. Selon les détails du plan, la reconstruction de Gaza coûterait environ 3 milliards de dollars, répartis entre les efforts humanitaires immédiats et la reconstruction des infrastructures essentielles, telles que les écoles, les hôpitaux et les routes. Le plan prévoit également un cessez-le-feu immédiat dont la durée initiale serait de 6 mois, avec une surveillance internationale en place pour garantir la mise en œuvre des termes de l'accord. Cependant, ces chiffres, bien que positifs en apparence, ne prennent pas en compte un aspect fondamental, la participation des Gazaouis dans le processus décisionnel. Ibrahim Traoré a souligné dans sa déclaration que l'inclusivité n'était pas seulement une question de principe, mais de légitimité. Sans un mécanisme de consultation locale, ces projets de reconstruction risquent de manquer leur objectif, en particulier si les Gazaouis ne sont pas consultés sur leurs besoins réels. Il a également été révélé que dans les discussions initiales, aucune disposition n'avait été prise pour un processus électoral local, ce qui a soulevé des inquiétudes au sein de la communauté internationale. En l'absence de telles dispositions, on pourrait affirmer que l'accord ne répond pas à une demande fondamentale du peuple de Gaza, le droit à l'autodétermination. Ce manquement à garantir une participation locale a suscité un débat plus large sur la façon dont les accords de paix post-conflit devraient être structurés. Un rapport interne de l'Union africaine, commandé par Traoré, a estimé que la reconstruction de Gaza pourrait avoir un coût humain plus élevé que prévu si l'on ne garantissait pas un processus démocratique. Selon ce rapport, 70% des Gazaouis interrogés dans les camps de réfugiés ont exprimé le besoin d'un processus électoral local avant toute reconstruction, afin de s'assurer que les autorités qui gèrent les ressources et les infrastructures sont véritablement représentatives des populations locales. Le manque d'un tel processus pourrait conduire à des tensions croissantes et à des frustrations parmi la population, ce qui pourrait faire échouer l'initiative de paix. De plus, une étude commandée par le gouvernement du Burkina Faso sur l'impact des solutions de paix imposées a révélé que 60% des accords de paix post-conflit qui avaient exclu une participation locale avaient échoué dans les 10 premières années, en raison de l'absence de soutien populaire. Cette étude a servi de base pour les déclarations de Traoré, qui a mis en garde contre les dangers de l'imposition d'accords sans la participation des acteurs locaux. Selon lui,
Ces données prouvent que la véritable paix ne peut être construite que si les peuples sont activement impliqués dans les décisions qui façonnent leur avenir. En outre, l'absence de toute mention d'une réforme politique ou d'un processus de gouvernance dans le plan initial a été un autre point soulevé par Traoré. Selon des sources diplomatiques, plusieurs gouvernements africains ont exprimé leur soutien à la position de Traoré, estimant que toute solution durable à Gaza devrait inclure une forme de gouvernance locale et démocratique. Le plan de paix tel qu'il est présenté, en revanche, semble privilégier des solutions techniques et humanitaires qui ne répondent pas aux besoins politiques fondamentaux du peuple palestinien. Ainsi, bien que le plan de reconstruction offre des solutions concrètes pour l'aide immédiate, il manque des éléments essentiels pour garantir une paix durable: la participation active des Gazaouis à la définition de leur avenir. Les données quantitatives et les études réalisées par l'Union africaine et d'autres observateurs montrent clairement que la paix imposée sans consentement local a peu de chances de réussir à long terme. Les critiques du président Ibrahim Traoré et de sa position sur le plan de paix ne se sont pas fait attendre. Certains ont argué que sa démarche risquait de saboter les efforts de paix en Gaza, un lieu où la reconstruction et la stabilité immédiate sont devenues des priorités absolues. Selon eux, la demande d'une participation locale pourrait retarder indéfiniment le processus, voire nuire à l'efficacité de l'aide humanitaire. Il est également vrai que des solutions de paix imposées par des puissances extérieures ont parfois montré leur efficacité dans des contextes où les acteurs locaux étaient soit incapables, soit trop divisés pour initier un processus de réconciliation. La situation de Gaza, avec ses divisions internes et son incapacité à mettre en place un gouvernement stable, pourrait justifier l'intervention d'acteurs extérieurs pour imposer une paix. Certains défenseurs du plan, notamment en Israël et aux États-Unis, ont affirmé que la priorité devait être donnée à la reconstruction et à l'établissement de la paix, indépendamment des processus politiques internes qui, selon eux, ne feront qu'entraver la progression. Le soutien humanitaire immédiat et la reconstruction des infrastructures vitales ne devraient pas attendre que les Gazaouis parviennent à un consensus sur la gouvernance locale. Dans des situations de guerre prolongée et de chaos, l'idée est de créer d'abord les conditions matérielles de la survie avant de discuter des aspects politiques. Il considère que la reconstruction rapide et l'instauration d'un cessez-le-feu sont les premières étapes nécessaires pour établir la confiance et permettre un environnement propice à une gouvernance future. D'un autre côté, il est difficile de nier que l'approche de Traoré, bien qu'elle semble retarder le processus, soulève des questions légitimes sur la durabilité des accords de paix. De nombreux experts ont mis en lumière que les accords qui n'incluent pas les voix locales finissent souvent par être perçus comme des impositions et rencontrent des résistances internes. Dans des contextes similaires, comme en Colombie ou au Cambodge, les accords de paix ont échoué précisément parce qu'ils ne prenaient pas suffisamment en compte les aspirations et les besoins politiques des populations locales. Le processus de paix, selon ces critiques, pourrait se retrouver fragilisé dès le départ si les Gazaouis ne sentent pas impliqués dans les décisions majeures. Ainsi, le dilemme reste entier. La reconstruction rapide et l'aide humanitaire sont cruciales, mais sans une participation locale active, ces efforts risquent de manquer leur objectif de créer une paix durable. De plus, les exemples d'échecs d'accords imposés à d'autres populations nous rappellent qu'une véritable réconciliation ne peut se faire sans le consentement et l'adhésion des peuples concernés. Le défi, comme l'a souligné Traoré, est de trouver un équilibre entre l'urgence humanitaire et la nécessité de garantir la souveraineté et l'autodétermination des Gazaouis. À mesure que les discussions sur le plan de paix évoluaient, un fait important a émergé: la position d'Ibrahim Traoré n'était pas isolée. De plus en plus de voix, notamment en Afrique et dans le monde arabe,
ont commencé à soutenir son appel à une participation locale dans les processus de paix. Traoré a ainsi réussi à mettre en lumière une question qui semblait jusqu'alors secondaire: la légitimité des processus de paix imposés par des puissances extérieures. Ce n'était pas simplement une question de politique locale, mais une question de principe. La véritable paix, selon lui, ne pouvait pas être imposée sans l'accord et la participation des peuples concernés. Ce retournement a eu des répercussions au-delà du conflit de Gaza. Des discussions ont commencé à émerger sur la manière dont les accords de paix devraient être négociés à l'échelle mondiale. Si le Burkina Faso, un petit pays d'Afrique, pouvait soulever une question aussi fondamentale, pourquoi ne pas appliquer ces principes à d'autres conflits dans le monde? Traoré a ouvert une porte vers un nouveau cadre diplomatique où la souveraineté et la voix des peuples seraient au centre des négociations de paix. La position d'Ibrahim Traoré a eu un impact majeur, non seulement sur le processus de paix à Gaza, mais aussi sur la scène géopolitique internationale. La communauté internationale a dû faire face à une nouvelle réalité. Une majorité des pays africains et arabes ont commencé à remettre en question les accords de paix qui excluaient les peuples locaux des décisions qui les concernaient directement. Cela a engendré un véritable débat sur la manière dont les accords de paix devraient être négociés à l'avenir, en particulier dans les régions où les peuples sont directement affectés par les conflits. Si la légitimité d'un accord de paix est mise en question, comme l'a souligné Traoré, la stabilité à long terme devient impossible à garantir. La situation de Gaza, dans ce contexte, a pris une dimension plus globale. De nombreux observateurs ont noté que l'inclusivité des processus de paix n'était pas seulement une question de justice pour les peuples locaux, mais aussi une condition nécessaire à la pérennité de la paix elle-même. Le manque de processus démocratique dans les accords de paix imposés risquait de créer des divisions internes, de nourrir des ressentiments et d'entraîner une violence latente qui ne se résorberait jamais. En ne permettant pas aux Gazaouis de participer activement à la définition de leur futur, les puissances internationales privaient la paix de son essence même. Les conséquences de ce changement de perspective ont été multiples. Le sommet organisé à Ouagadougou en octobre 2025, bien que modeste en termes d'échelle, a attiré l'attention mondiale. Il a permis aux pays non alignés de redéfinir les termes de la paix, non pas comme un processus imposé par les grandes puissances, mais comme un modèle inclusif basé sur le consentement des peuples. La déclaration de Ouagadougou, bien qu'elle n'ait pas été contraignante sur le plan juridique, a ouvert un espace de dialogue crucial. Elle a mis en lumière l'idée que la souveraineté et la participation ne sont pas des concepts à négliger dans les négociations de paix. De plus, le soutien croissant pour cette position a conduit à une réévaluation des stratégies diplomatiques internationales. Plusieurs pays européens, notamment la France et l'Allemagne, ont exprimé leur volonté de revoir les mécanismes de paix traditionnels. L'Afrique du Sud et d'autres nations du Sud global ont commencé à voir la position de Traoré comme une référence pour leur propre politique étrangère, estimant qu'il était temps de remettre en question les cadres de paix unilatéraux qui favorisent les puissances dominantes. Les retombées politiques ont été tout aussi significatives. Au sein de l'Union européenne, la déclaration de Ouagadougou a forcé une réflexion sur la manière dont les pays occidentaux négocient les accords de paix. Les discussions ont émergé sur la nécessité d'inclure les peuples locaux non seulement dans la gestion des conflits, mais aussi dans la manière dont les solutions sont proposées et mises en œuvre. Cela a mis en lumière l'échec des approches traditionnelles qui tentent de résoudre les conflits par des solutions techniques, sans véritable prise en compte des aspirations locales. Enfin, la position de Traoré a modifié la perception du Burkina Faso sur la scène internationale. Ce petit pays d'Afrique, souvent négligé dans les discussions géopolitiques mondiales, est devenu un acteur central dans le débat sur la souveraineté et la gouvernance mondiale.
Sa position a inspiré un renouveau de la diplomatie de l'autodétermination, une approche qui place les voix locales au cœur des décisions internationales. À moyen terme, les retombées de la position d'Ibrahim Traoré et de son appel à l'inclusivité des peuples locaux dans les négociations de paix pourraient se manifester de trois façons distinctes, chacune ayant des implications profondes pour la situation à Gaza et au-delà. D'abord, envisageons un scénario optimiste, celui d'une paix durable fondée sur le consentement local. Si la communauté internationale prend pleinement en compte l'appel de Traoré, un scénario optimiste pourrait se dessiner. Les États-Unis et Israël, tout en maintenant leur engagement humanitaire, pourraient réviser leur plan pour inclure un mécanisme permettant la participation directe des Gazaouis dans les décisions qui les concernent. Dans ce cas, un processus électoral local pourrait être mis en place, avec un soutien international à la création d'un gouvernement représentatif et démocratique. Le rôle de l'Union européenne et des Nations unies pourrait être celui de facilitateur, garantissant que la voix des Gazaouis soit entendue. Cette approche pourrait conduire à une stabilité accrue à long terme, réduisant les risques de violence et de révolte, tout en créant une paix véritablement durable. Ensuite, penchons-nous sur un scénario pessimiste, celui d'une fragmentation politique et d'une radicalisation croissante. Cependant, si les grandes puissances continuent à ignorer l'appel de Traoré, la situation pourrait évoluer vers un scénario pessimiste. La reconstruction de Gaza pourrait se poursuivre, mais sans l'adhésion du peuple palestinien. Le manque de participation locale risquerait de provoquer une fragmentation politique interne et une radicalisation croissante. L'absence de gouvernance démocratique locale créerait un vide de pouvoir avec des factions rivales cherchant à exploiter cette situation. Cela pourrait entraîner une déstabilisation de la région et un renforcement des groupes extrémistes qui rejetteraient toute solution imposée par des acteurs étrangers. La situation à Gaza pourrait ainsi devenir encore plus explosive, avec des conséquences géopolitiques lourdes pour la région entière. Enfin, un troisième scénario possible est celui d'un compromis, à savoir une révision progressive du plan de paix. Face à la pression croissante des pays non alignés et de l'opinion publique internationale, les États-Unis et Israël pourraient être amenés à réviser le plan de paix tout en préservant une part de contrôle externe. Le processus de reconstruction pourrait commencer avec un cadre international, mais avec la promesse de discussions régulières pour intégrer les demandes locales. Ce scénario permettrait une certaine stabilité à court terme, tout en posant les bases d'une évolution plus inclusive du processus de paix. Toutefois, cela impliquerait des compromis de part et d'autre et pourrait ralentir la mise en œuvre de solutions concrètes. La paix resterait fragile, avec des tensions persistantes entre les intérêts locaux et internationaux. Dans tous ces scénarios, la position d'Ibrahim Traoré a joué un rôle déterminant en redéfinissant les contours de la paix. Selon que l'un de ces scénarios se réalise ou non, les principes qu'il a défendus, l'inclusivité, la souveraineté et la participation des peuples risquent de laisser une empreinte durable sur les futures négociations de paix à travers le monde. La position d'Ibrahim Traoré soulève une question universelle. Jusqu'où devons-nous aller pour garantir que la paix soit véritablement construite sur la base du consentement des peuples, dans un monde où les grandes puissances dictent souvent les termes des accords de paix? Le président du Burkina Faso rappelle que la véritable paix ne peut être imposée. Elle doit être forgée à travers le dialogue et l'inclusivité. Ce n'est pas une question de simplement accepter un cessez-le-feu ou une aide humanitaire, mais de permettre aux peuples affectés de prendre part activement à la création de leur avenir. Les Gazaouis, comme tous les peuples méritent une voix dans le processus décisionnel. Traoré, en soulevant cette question fondamentale, invite le monde à repenser la manière dont la paix est conçue. Ce n'est pas seulement un débat géopolitique, mais un appel à l'humanité.
La paix durable ne peut exister sans la participation des populations concernées. Les États-Unis, Israël et la communauté internationale dans son ensemble doivent comprendre que la reconstruction de Gaza ne doit pas se limiter à des actions de surface. Une paix véritablement durable repose sur l'inclusion, la participation démocratique et le respect des principes de souveraineté des peuples. En refusant de prendre en compte ces éléments, nous risquons de reproduire un cycle de conflits, de souffrance et de division. Ce n'est pas seulement une question de Gaza, mais une question de la manière dont le monde entend construire la paix à travers le monde. Ainsi, les appels d'Ibrahim Traoré ne sont pas qu'une simple critique d'un plan de paix, mais un défi à redéfinir le modèle de gouvernance mondiale. Une gouvernance qui, selon lui, doit commencer par la reconnaissance du droit des peuples à déterminer leur propre destin. Pour que le processus de paix en Gaza soit véritablement viable à long terme, plusieurs étapes clés doivent être mises en place, chacune visant à garantir l'inclusivité et la participation active des Gazaouis. Examinons maintenant cette feuille de route qui propose un cadre pour rétablir la légitimité et assurer une paix durable. D'abord, la création d'un mécanisme de consultation locale. Le premier pas crucial consiste à instaurer un processus de consultation démocratique avec la population de Gaza. Ce mécanisme pourrait prendre la forme d'un référendum ou d'un comité consultatif représentatif composé de divers acteurs de la société civile, des leaders communautaires et des représentants politiques. Cette étape permettrait d'assurer que les Gazaouis aient une voix active dans les décisions qui les affectent directement. Ensuite, la mise en place d'un gouvernement de transition. Une fois le processus de consultation établi, il serait essentiel de créer un gouvernement de transition local, soutenu par une supervision internationale. Ce gouvernement devrait avoir pour mandat de gérer les ressources, de superviser la reconstruction et de préparer des élections libres, transparentes. Ce processus garantirait que le pouvoir reste entre les mains des Gazaouis, tout en assurant une gestion stable de la reconstruction. Puis, le développement d'un cadre international d'accompagnement. Pour garantir la légitimité du processus, un cadre international d'accompagnement serait nécessaire. Cela impliquerait la participation de nations et d'organisations non alignées, garantissant ainsi que les décisions prises sont respectueuses des principes de souveraineté et d'autodétermination. Ce cadre fournirait des ressources, une expertise technique et une surveillance pour veiller à ce que les réformes respectent les aspirations locales. Enfin, des réformes et élections locales. Une fois le gouvernement de transition établi, des élections libres et régulières devraient être organisées. Celles-ci permettront au peuple de Gaza de choisir ses dirigeants et de participer activement à la définition de leur avenir politique. La mise en place d'un tel processus renforcerait l'autonomie de Gaza et contribuerait à une paix durable. La question soulevée par Ibrahim Traoré dépasse les frontières de Gaza. Elle résonne dans chaque coin du monde où des peuples sont exclus des décisions qui façonnent leur avenir. En refusant de se taire, Traoré a lancé un appel à la conscience mondiale. La paix ne peut être véritablement atteinte si elle est imposée sans la participation de ceux qu'elle concerne. La souveraineté n'est pas un privilège, mais un droit fondamental de chaque nation et de chaque peuple. Le président du Burkina Faso nous rappelle une vérité simple mais souvent oubliée. Ceux qui vivent dans un conflit ne sont pas de simples témoins. Ils sont les bâtisseurs de la paix. Leur voix, leurs choix, leur destin doivent être au cœur des négociations. Ignorer cela, c'est condamner la paix à l'échec. À travers la détermination de Traoré, une nouvelle vision de la diplomatie mondiale commence à émerger. Une diplomatie où les principes de souveraineté et de participation active des peuples sont primordiaux.
En fin de compte, l'héritage de cette lutte ne sera pas seulement mesuré par la reconstruction de Gaza, mais par la manière dont le monde choisit de redéfinir ce que signifie véritablement paix. Le défi posé par Ibrahim Traoré n'est pas uniquement une question de Gaza, mais un appel global à repenser la manière dont nous abordons les processus de paix. Si la paix doit être durable, elle doit être construite sur le consentement des peuples qu'elle affecte. Nous, en tant que communauté internationale, devons accepter cette vérité fondamentale. Aucun accord ne peut être considéré comme légitime si les voix locales sont ignorées. C'est maintenant à nous de choisir. Devons-nous continuer à imposer des solutions qui ne tiennent pas compte des réalités locales, ou devons-nous ouvrir la voie à un modèle de paix fondé sur l'inclusivité, la souveraineté et le respect des droits humains? La question n'est pas seulement géopolitique, elle est morale. À l'heure où des choix cruciaux sont faits pour l'avenir de Gaza et au-delà, il est temps pour chaque nation, chaque acteur mondial de se poser cette question. Comment pouvons-nous contribuer à un monde où la paix est véritablement partagée et construite par tous,